Pourquoi il faudrait être gracieux quand on vieillit? L'agisme, c'est une discrimination très particulière parce qu'on est victime du syndrome de Stockholm. On adore notre bourreau parce qu'on a inconscientisé ce côté de on n'a plus de valeur, on vaut plus rien. En gros, on est une moins bonne version de nous-mêmes parce qu'on vieillit. À chaque fois, j'ai fait des choix. J'ai pas hésité longtemps parce que ça me venait du fond des tripes, quoi. Et je me disais, c'est ça que je veux faire. Et il faut que je sois alignée avec ce que je veux faire. Et je me pardonnerai jamais de pas l'avoir fait. Si tu es convaincu d'un truc, eh ben, non seulement tu dois le faire, mais en plus, la vie va te mettre sous le nez le truc pour te faciliter la tâche. Moi, j'ai jamais procédé, j'ai toujours fait à l'envers. C'est-à-dire que je disais, ouais, je suis sûre qu'il y a un sujet, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Comment, je sais pas, mais je le fais, puis après, je verrai comment. Mais c'est un truc qui est très puissant. Et moi, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Et militer pour le vieillissement, je me disais, en fait, c'est le meilleur truc qui puisse nous arriver, parce que si tu vieillis pas, c'est que t'es mort. Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents, le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine Arnéodo, coach professionnel et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie? Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle? C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant. On peut avoir tendance à l'oublier, vieillir n'est pas une tare, mais une chance. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une des femmes que j'avais mis dans mon top 5 quand j'ai créé mon podcast 50 ans et toutes mes dents. Pourquoi ? Parce qu'elle a été l'une des premières à se positionner contre l'agisme, parce qu'elle est la créatrice d'un, je cite, média féministe à remous, inspiré et inspirant, qui rend visible la génération des femmes de 50 ans. Parce qu'elle interroge le regard de la société sur ces normes jeunistes et discriminantes, et parce qu'elle milite pour une cause qui nous concerne toutes et tous, en tout cas je le souhaite au plus grand nombre, le vieillissement. Puisque comme elle le dit, si tu ne vieillis pas, c'est que t'es mort. Si je vous dis « j'ai piscine avec Simone », vous me dites « Sophie Dancourt, bien sûr ». Autour de ce sujet sociétal et démographique, de plus en plus d'actualité, nous nous sommes interrogés sur la place des seniors dans les entreprises, les biais dont ils sont victimes, leurs croyances limitantes qui pourraient aussi les empêcher d'oser, dont le fameux « à mon âge », les femmes et les derniers coups de gueule de certaines comme « laissez-nous vieillir ». Bref, nous sommes partis, Sophie et moi, dans un échange endiablé sur une question essentielle: comment revenir à soi? Comment se délester pour revenir à ce qui est juste pour soi? Comment cette cinquantaine peut être libératoire si on décide de la considérer comme lumineuse et que l'on s'ouvre à un nouveau champ des possibles? Et pourquoi on ne se réjouirait pas de ce vieillissement qui peut nous apporter une vraie liberté? On est parti loin dans cette réflexion. C'était passionnant et rafraîchissant, car on n'est pas obligé de voir le vieillissement comme une dégradation fatale, mais plutôt comme une nouvelle phase de son évolution qui pourrait nous amener vers une sagesse teintée de folie disruptive. Parce qu'enfin le temps file, alors autant en profiter pour s'autoriser à être pleinement soi. Je suis sûre que quel que soit votre âge ou votre genre, cette interview péchue et authentique trouvera un écho en vous, car ce que je vous souhaite de mieux, c'est la chance d'avancer en âge. Bonjour Sophie. Bonjour Karine. Je suis vraiment ravie de t'accueillir dans mon podcast aujourd'hui parce que pour moi tu es une pionnière et je rêvais de te rencontrer depuis très longtemps. Donc, je dois l'opportunité de notre rencontre à Laetitia Vito, qu'on retrouve dans le 12e épisode de 50 ans et toutes mes dents, et qui m'a donc chaleureusement conseillé de t'inviter. Donc, merci beaucoup déjà Laetitia. Ouais, un gros merci à Laetitia, que j'adore.
Donc tout de suite, sans plus attendre, on va aller dans le vif du sujet. Donc comme je le disais, tu es une pionnière. Tu as été l'une des premières à t'attaquer à l'agisme. Tu t'intéresses au sujet depuis, je crois, 2015, quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. Et tu as créé donc ce média au titre catchy et finement inspiré que j'adore. J'ai piscine avec Simone, média que tu dis féministe à remous qui donne de la visibilité à la génération des femmes de 50 ans. Et tu te définis comme une activiste du vieillissement. Alors, qu'est-ce qu'une activiste du vieillissement aujourd'hui? Alors, c'est un vaste sujet, on n'a pas 4 heures, hein, Karine. Malheureusement. En fait, ça m'est venu un peu, en fait, c'est un peu comme le titre, il y a des moments où je me dis: «Ah bah oui, en fait, c'est ça la bonne définition». Et c'était vraiment aller à l'encontre de tout ce que je voyais, tout ce qui était écrit, tout ce que les femmes disaient sur vieillir, c'est horrible, c'est un cauchemar, on est dévalué. Et je me disais, mais il y a quand même sûrement quelque part dans cette histoire du vieillissement un pan beaucoup plus lumineux que ce qu'on nous raconte. Et être activiste du vieillissement, c'était l'idée qu'il y avait un autre pan qui s'ouvrait devant nous, qui était un grand espace de liberté dont personne ne parlait jamais. Et militer pour le vieillissement, je me disais, en fait, c'est le meilleur truc qui puisse nous arriver, parce que si tu vieillis pas, c'est que tu es mort. Donc, si tu veux, il y a déjà un truc, une équation basique, qui est de se dire, mais pourquoi on se réjouit pas de ce vieillissement qui peut nous apporter comme je disais, de la liberté, parce que on a de l'expérience, on sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on ne veut plus faire aussi dans la vie. Il y a ça qui est très important. Et puis, il y a ce côté de se dire, on a, alors je sais pas si c'est conscient ou pas, il y a cette espèce d'urgence à se dire, il y a plein de trucs à faire. Et en fait, on se débarrasse de tous les filtres sociaux qui nous maintiennent dans une espèce de, de normes où il y a les choses qu'on doit faire et pas faire. Et en fait, ça saute, je trouve, quand on passe ce cap fatidique des 50 ans. Mmh. Ouais, je te rejoins quand tu dis que ça peut être. Alors, c'est toujours pareil, c'est comment vraiment tu décides de l'aborder aussi, hein. Comment ça peut être libératoire. Et effectivement, cette notion du temps qui reste quelque part, enfin qui reste, qu'on espère qu'il reste, mais en tout cas qui passe peut-être plus vite parce qu'on se rapproche quand même d'une certaine fin. Mais en tout cas, on en a peut-être plus conscience. Du coup, en tout cas pour moi, il y a un côté, et je le vois d'ailleurs dans toutes les femmes aussi que j'interviewe, il y a un côté, pardonnez-moi l'expression, mais on a moins envie de se faire chier, quoi. C'est-à-dire que nos choix sont plus vraiment motivés par le plaisir, peut-être, ou en tout cas, on a moins envie de prouver, on a moins besoin de prouver, et puis surtout, on a moins de temps à perdre. Ouais, et puis il y a quelque chose que je trouve assez essentiel, et c'est marrant parce que c'est un truc qui ressort quand j'ai des conversations avec des vieilles copines comme moi. Il y a ce côté de, OK, on revient à soi. Et c'est comme si on avait fait une boucle, alors qu'on ait eu des enfants, pas d'enfants, des conjoints, pas de conjoints, enfin, quels étaient nos liens sociaux. Et il y a un moment, on s'autorise peut-être aussi à se dire, bah maintenant, ce temps-là, il est pour moi, et peut-être tout simplement le vivre, et se dire, on va le vivre comme des égoïstes. Mais en fait, même se dire qu'on vit comme des égoïstes, c'est avoir toute cette charge mentale qui nous oblige en permanence, et de se dire qu'on peut carrément s'en délester, quoi. Enfin, quand on a eu des enfants, à moins qu'on ait encore des tanguis à la maison, on a aussi le droit de les mettre dehors et de s'assumer nous, et de se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire justement de cette partie de vie qui peut être formidable, débarrasser de toutes les contraintes, notamment éducatives, de charge mentale. Voilà, on peut renvoyer toute notre sphère quand on le peut, hein. C'est pas évidemment, c'est pas des injonctions. On a tous des situations qui peuvent être très diverses, mais juste l'idée de revenir à soi. Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et puis surtout qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Ouais, parce que là-dessus, effectivement, enfin, on se rejoint toutes que l'envie, elle s'arrête pas à 50 ans, et bien au contraire, et que justement, elle est le fuel, enfin, de
c'est ça, c'est des nouvelles envies parce qu'effectivement, comme tu dis, tu te libères. Moi, je parle beaucoup de vide fertile dans mes accompagnements, c'est-à-dire de quoi tu vas te délester, qu'est-ce que tu vas lâcher pour faire place au nouveau. Et là, il y a plein de choses et ça peut même être des choses dont tu te délaisses peut-être sans l'avoir voulu, comme par exemple un mari qui lui part. Mais donc, dans un premier temps, évidemment, il y a cette perte peut-être à digérer, mais après, enfin en tout cas moi je le vois et vraiment dans toutes les femmes aussi que j'interviewe parce que il y en a quelques-unes qui effectivement ont divorcé parce que le mari a décidé de partir. Après cette période j'accuse le coup, il y a quand même une sorte de rebirth, enfin tu vois, de renouveau qui fait que et moi je l'ai vécu comme ça, enfin c'est pas lui qui est parti, enfin on a décidé que. Mais il y a ce truc de se dire, ok, mais en fait, ça me libère aussi. Et donc, si ça me libère de l'énergie pour autre chose. Et ça, je trouve ça hyper puissant, en fait. Mais je pense qu'on est, en fait, c'est très, je pense que c'est très mécanique, en fait, la vie et les énergies qu'on a autour de nous. C'est-à-dire que on a des moments où on a une espèce de plein d'énergie, de trop plein, et que quand tu es nourri par des vies de famille professionnelle extrêmement denses, tu n'as évidemment pas la place et tu n'as pas le temps et d'aller vers autre chose. Même si c'est cette autre chose, il n'est pas dans ta vie et que par moment tu te dis, ah, quand même, ça doit être chouette, j'irais bien, mais j'ai pas le temps. Et en fait, je pense que quand les gens partent, quand les aventures professionnelles s'arrêtent, quand les enfants sont plus là, cette espèce de vide va nous attraper et ça fait très peur le vide. En fait, je veux dire, on est très humain et c'est-à-dire qu'il faut toujours pouvoir s'accrocher à quelque chose parce que ça calme le stress, ça calme les angoisses, ça calme le deuil d'une relation, que ce soit un deuil physique ou un deuil moral. Et en fait, ce vide, je pense qu'on est à un âge où on doit pouvoir l'appréhender de manière beaucoup plus sereine. C'est-à-dire que si on ne fait pas le vide, il n'y a rien de neuf qui rentre dans nos vies. Mmh. C'est impossible. C'est impossible. Le fait de se dire il n'y a plus rien et c'est ce plus rien qui est très angoissant en général, mais ce plus rien, il peut t'emmener sur d'autres chemins que tu n'avais pas imaginés et laisser de la place à d'autres rencontres, que ça soit privées ou professionnelles. Donc je pense que on devrait faire ce reset, on devrait le faire régulièrement en fait. Complètement. Et on le fait que sous la pression des événements. Et en fait, je pense que c'est un état d'esprit qu'on devrait avoir dans nos vies, c'est-à-dire à un moment donné, c'est exactement quand on fait le ménage de printemps, tu vois, C'est ça, c'est comment tu te délestes de ce qui est plus utile. Mmh. laisse ce truc-là, je l'ai pas mis depuis 10 ans, mais j'adore le truc rose parce que ou le truc violet parce que ça me rappelle des trucs. Non, tu jettes. En fait, et puis ça sera recyclé ou pas, mais en fait, déleste-toi de ce qui n'a plus cours dans ta vie, que tu maintiens parfois des relations par obligation, etc. Mais il y a un moment, si ça apporte plus rien ni à l'un ni à l'autre, bah, faut couper quoi. Et couper, c'est choisir. Et je pense qu'on arrive à quelque chose de fondamental qui est tu reprends la main sur ton existence. C'est-à-dire que tu décides que non, couper, c'est pas perdre, c'est gagner. Et en fait, il faudrait qu'on réfléchisse comme ça. Mais c'est super dur et on le fait en général que sous la pression de la vie. Hein. Mais c'est vrai que, enfin, c'est exactement ce qu'on fait, enfin, en coaching. Il y a un moment où, tu vois, enfin, moi, le choisir, c'est renoncer. Je suis pas tout à fait alignée avec ça. Alors, ça dépend si tu dois choisir entre deux trucs super, ça c'est clair. Mais il y a aussi choisir, c'est véritablement, comme tu dis, c'est reprendre les rênes, c'est décider, c'est se poser les bonnes questions et puis c'est aller vers ta vérité. Parce qu'en fait, et c'est ce que tu dis, il y a ce besoin de remplir. Et alors aujourd'hui, enfin, ce besoin de remplir, il est tellement maintenant, il devient complètement inconscient et c'est-à-dire, ça peut m'arriver. J'essaye vraiment d'être en vigilance de ça, mais tu vois, par exemple, avec les réseaux, il n'y a plus un moment où tu es tranquille à attendre, par exemple, le bus, à regarder les gens, à penser à des... Non, c'est
Dès que tu as 2 minutes, hop là, il faut que tu sois connecté et tout. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu passes ta vie à vivre en transposé, c'est-à-dire à vivre la vie des autres. Et donc, tu te remplis de trucs qui sont peut-être pas complètement sains, complètement pour toi, complètement OK avec ce que tu vis, et qui vont alimenter souvent des peurs, parce que évidemment, tu te compares, etc., etc. Et donc, aujourd'hui, comme tu dis, arriver à se délester, à se libérer, je pense que plus tôt tu apprends ça, parce que là, aujourd'hui, on est en train de parler des seniors et de la sagesse qu'on aurait développée justement là-dessus. Mais moi, je pense que plus tôt tu apprends à véritablement, au fur et à mesure, se délester, se débarrasser et revenir sur ce qui est juste. En ce moment, je m'intéresse beaucoup au minimalisme. Alors bon, quand tu vois mes placards, le minimalisme, on est loin du truc, mais bon. Et c'est peut-être ça aujourd'hui, d'aller vers quelque chose de plus juste, en tout cas de plus, de plus juste pour soi. Et donc la transition elle est toute trouvée, parce que avant de s'intéresser à toutes les problématiques que tu traites aujourd'hui sur l'agisme, moi ce qui m'intéresse, c'est ton parcours de vie. Donc qu'est-ce que tu as envie de nous raconter sur les moments clés qui t'ont amené à là où tu es aujourd'hui? Voilà, alors ça c'est vaste question. Je peux déjà te raconter, je pense que c'était un des moments clés qui n'a pas forcément de lien direct, qui s'est produit assez tôt dans ma vie. Moi, à 18 ans, alors j'ai eu mon bac à 17 ans, je crois, de mémoire. Après, je me suis inscrite en fac à Nanterre pour faire du droit, des sciences politiques, de l'éco. Enfin voilà, je me voyais, genre je vais aller à l'ENA, je vais faire Sciences Po, tout ça, ok. Mais un peu sans réfléchir, tu vois, en me disant ouais, ça va être bien et tout ça. Et puis j'avais un truc qui me tenait dans ma vie depuis très longtemps, c'est que je faisais de la voile et je naviguais beaucoup. Et je naviguais et j'étais. Alors ça résonne aujourd'hui avec l'actu parce que j'étais folle admirative de Florence Artaud. Il y a un film qui sort là, qui est sorti hier, que je vais aller voir d'ailleurs parce que je suis hyper intéressée par ce que la réalisatrice en a fait. Et puis il y a un moment, je devais passer des partiels. Voilà, c'était en février et j'ai un copain qui m'a appelé en disant voilà, on a un catamaran à Saint-Malo, j'ai besoin d'équipiers parce qu'on doit aller je sais plus où. Voilà. Et là, je me dis alors attends, d'un côté il y a un partiel avec des trucs en écho, je suis une quiche en maths, je vais me vautrer de toute façon, que je révise ou pas. Et j'ai un truc dont je rêve depuis très longtemps et j'ai pas sauté le pas. Et en fait, alors mes parents étaient pas à la maison, ce qui a facilité quand même la prise de décision, c'est que j'ai laissé un petit mot sur la cheminée en disant bon, je serai pas à Nanterre dans l'amphi lundi matin, mais je suis à Saint-Malo si vous me cherchez. Et je suis partie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une méga tempête et qu'on a dû rester au port et on n'a pas pu convoyer le bateau. Et quand je suis rentrée chez moi, alors je me suis pas fait engueuler curieusement, mais ça a été le déclic et je me suis dit est-ce que tu te vois dans ces études-là? Et à l'époque, je m'y voyais pas du tout. Et j'ai été bosser et je louais les stages de voile de Florence Artaud dans la librairie maritime de son père dans le 6e arrondissement. Donc, ce que j'entends, c'est qu'à ce moment-là, déjà, tu arrives à t'écouter et à te respecter plutôt que de correspondre à ce qu'on attend de toi, quand même tôt. Ouais, mais c'était tellement fort, c'est-à-dire qu'à un moment, j'ai vu que Florence faisait des stages de voile, j'ai été naviguer avec elle, son bateau était à Port-Camargue, après j'ai loué Et en fait, je me disais, mais c'est la vie que je veux, quoi. C'était vraiment la vie que je voulais. Alors, à 18 ans, et je te parle de ça, il y a un sacré bail. Donc, dire que les marins étaient misogynes, c'était un euphémisme. Et à un moment, j'ai très bien perçu que j'allais pas gagner ma vie comme ça, quoi. C'était tellement aléatoire. Et donc, j'ai fait ça 2 ans. Et à un moment, après, je me suis dit, bon, écoute, on reprend des études, fais un truc, et puis après, on verra ce qui se passe. Et je suis retournée à Nanterre, j'ai fait du droit, des sciences politiques, j'ai fait du journalisme, mais j'ai eu ce truc qui me disait quelque part,
si tu es convaincu d'un truc, eh ben, non seulement tu dois le faire, mais en plus, la vie va te mettre sous le nez le truc pour te faciliter la tâche. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. Deuxième événement qui ressemble quand même pas mal au premier, c'est quand je décide de me lancer alors je lance J'ai piscine avec Simone. Au départ, c'est juste un truc, une envie. Voilà, je me dis, je suis journaliste, je fais un blog de journaliste. Et puis je vois passer une annonce à projet qui était portée à l'époque, alors c'était Grandes écoles au féminin, qui porte un week-end start-up qui est une femme, un projet. Donc, je veux dire, la baseline, elle est hyper, peut pas faire plus large. Mmh. Et je dis, OK, moi je m'inscris. Et déjà, je dis, voilà, moi je fais un petit média. Donc, j'ai mis petit quand même, parce que tu vois déjà Mmh. le syndrome de l'impostrice. Ouais, voilà, exactement. Disant, j'y connais rien, mais j'y vais. Et vraiment, contre toute attente, je pitch le truc, je suis qualifiée dans les 10 restants et il me file un prix. Et à partir de là, je me dis, ah, mais c'est quoi l'entrepreneuriat, quoi? Parce que moi, j'y suis allée. En fait, le principe du week-end startup, c'est tu pitches ton projet et t'as le temps de week-end pour monter un business plan et de faire un pitch deck devant un jury, tu vois. Oui, parce que toi, avant, tu n'avais pas fait d'entrepreneuriat. Ah, mais moi, je sais pas ce que c'est que l'entrepreneuriat. Moi, je suis une universitaire pur jus, tu vois. Donc, moi, les écoles de commerce, je sais même pas, un business plan, je dis, ouais, c'est quoi ce truc-là? J'y connais rien, mais rien de rien, toujours un peu fâchée avec les chiffres, parce que ça n'avait pas changé. Et donc, voilà, il se passe ça, et j'ai un prix, je me dis, wow, ok, et on me file une incubation dans un truc où j'arrive, je crois que j'ai 3 mois, et j'arrive et j'ai que des gamins de 25 ans qui codent dans tous les sens, des applis, des machins, et je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi, en fait. C'est pas mon sujet, je sais pas ce que je fais là. Donc j'y vais, mais bon, j'en retire pas grand-chose, jusqu'à ce que je vois quelques mois plus tard, mais là, quand je te dis, la vie te balance des trucs au moment où tu t'y attends pas. Mmh. Je vois une amie de ma sœur qui bosse dans un incubateur dédié aux médias émergents, aux médias indépendants. Et je vois passer, alors pas du tout parce que ma fille la connaît, mais je vois passer l'appel à projet pour la rentrée. La rentrée, elle devait avoir lieu en novembre. Et je dis, bon, de toute façon, je vais candidater, je serai jamais prise. Toujours la fille de confiance en elle, tout ça. Donc, je remplis le truc et cette amie m'appelle en disant, eh ben, tu t'embarques avec nous pour 3 mois. Et là, je me dis, je suis dans la merde parce que je bossais à l'époque dans la presse territoriale et j'étais en charge du magazine de la ville qui tombait à ce moment-là. Donc, ça veut dire il y avait 48 pages à l'époque, il fallait trouver les sujets, les machins. Et je me dis, là, je peux pas faire les deux, c'est juste pas possible. Donc là, il faut faire un choix. Donc, rebelote, là, faut faire un choix. Et là, je vais voir le DGS de la ville, le directeur général des services, et je lui dis, ben voilà, moi j'ai un projet, mais du coup, est-ce que tu peux me décharger du magazine? Moi, je veux bien prendre la newsletter, parce que ça, je peux la faire à distance. Est-ce que tu es OK? Évidemment, il me répond, pas du tout, on t'a engagé pour ça, donc tu fais ça. Et là, je me dis, bon, alors, le gros avantage dans ma décision, c'est pas d'un courage dingue, c'est que j'étais très mal payée. Et donc, si tu veux, je me dis, OK, je m'en fous, je démissionne. Et très important, très soutenu à l'époque pour mon mari qui me dit, bon, on s'en fout, Ouais, on c'est verra. toujours Je dis, important, ça, évidemment. on y va, on verra. Le côté, on verra bien plus tard. Tu vois, et ça, c'est bien aussi de ne pas essayer de tout planifier à 3, 4 et 5 ans, tu vois, ça, c'était juste pas possible. Et donc, je vais revoir mon patron de l'époque et je lui dis, écoute, c'est pas grave, moi, je démissionne. Il me dit, mais non, mais tu peux pas faire ça, prends une disponibilité, puisque ça, c'est une possibilité qui est ouverte dans la fonction publique. Et je lui dis, non, je prends pas de disponibilité parce que je suis sûre que je vais vivre un truc incroyable. Et que je reviendrai jamais. Même si je me plante, je reviendrai jamais, ça sera pas possible, quoi. Je vais pas y arriver. Et donc, je file ma DEM. Et puis, je fais cette incubation qui est géniale. Je rencontre des gens qui sont devenus des vrais amis. Et il se passe le truc, et donc à la fin de l'incubation, je monte ma boîte, on est au début 2019,
Et j'ai pas un rond. Et toujours parce que j'étais très bien payée, donc je mets rien de côté. Et en fouinant un peu, je me dis, je vois que les communes peuvent te filer une espèce de bourse à la discrétion du maire pour monter ta boîte quand tu quittes la fonction publique. Et je me dis, je m'en fous, je vais demander, on verra bien. Et je demande et j'obtiens une bourse. Mais vraiment, mais personne m'a dit, on peut te filer une bourse. Voilà, je trouve le truc tout seul et on me dit, mais oui, mais bien sûr, tu peux très bien. Et donc, il me file une bourse qui me permet de commencer à lancer, à construire juridiquement J'ai Piscine avec Simone, qui était qu'un blog, qui devient une entreprise, et puis qui devient un média avec un numéro de commission paritaire auprès du ministère de la Culture. Et tout ça qui est très long, mais juste pour te dire que à chaque fois, j'ai fait des choix parce que c'était j'ai pas hésité longtemps parce que ça me venait du fond des tripes, quoi. Et je me disais, c'est ça que je veux faire et il faut que je sois alignée avec ce que je veux faire et je me pardonnerai jamais de pas l'avoir fait. Oui, et puis ce que j'entends aussi, mais c'est ça, je suis. C'est vraiment, c'est au-delà d'une croyance parce que ça se vérifie, c'est que quand tu es complètement aligné avec ce que tu fais, on l'appelle comme on veut, l'univers t'envoie, au-delà de signes, il t'envoie des opportunités. Tu sais, moi j'ai l'image de, je sais pas si tu te souviens, alors ça c'est notre génération, le clip de Billie Jean de Michael Jackson où il marche sur des, tu sais, il marche sur des dalles qui s'allument, tu vois. Ouais, je Et me c'est rappelle. ça, voilà, pour moi c'est ça, c'est-à-dire que quand tu es complètement aligné, il y a tout d'un coup des trucs qui s'allument. Alors après, le truc c'est de savoir bien marcher dessus ou les saisir, mais déjà, tu as déjà créé ta propre opportunité en faisant le choix de t'écouter et d'aller vers ce que je dis quand je dis ta vérité, c'est vraiment ton besoin, quoi, ce que tu as vraiment envie. Et là, il y a tout qui se met en marche pour. Mais je pense que la chose la plus difficile, c'est de trouver là où tu as envie d'aller, en fait. Ouais, ça vient pas tout de suite, hein. Je veux dire, moi, J'ai Piscine avec Simone, ça m'est venu tardivement parce que il y a aussi ce fait d'écouter son intuition. Et, euh, et c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend jamais à écouter son Ouais, intuition. on est plus dans le mental, c'est sûr. Ouais. On t'apprend à, t'as un projet. Alors évidemment, il faut aller chiffrer, il faut aller faire une étude de marché, faut aller dans la rue, donner des questionnaires aux gens pour voir si t'es aligné, si c'est aligné, est-ce que le besoin existe, etc. Alors moi, j'ai jamais procédé, j'ai toujours fait à l'envers. C'est-à-dire que je disais, ouais, je suis sûre qu'il y a un sujet, je suis sûre qu'il y a un truc à faire. Comment, je sais pas, mais je le fais, puis après je verrai comment, je verrai des études, je verrai le machin. Mais c'est un truc qui est très puissant. Et moi, j'ai toujours fonctionné à l'instinct. Comme je t'ai dit, j'ai pas fait d'école de commerce, donc j'ai pas les codes. Et je pense que quelque part, c'est ce qui me porte chance aussi, et ce qui fait que j'arrive à avancer, c'est que j'ai pas les codes. Et ne pas avoir les codes dans un monde ultra formaté, alors c'est pas forcément confortable. On peut te regarder avec un peu de mépris, genre mais c'est qui celle-là, ces personnes, elle vient pas de nos écoles, mais ça te donne une énorme liberté de parole et une énorme liberté de faire. Et moi, ces codes-là, bah, maintenant ça va, je vois à peu près comment ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que je les ai adoptés. Ça veut dire que je sais avec quoi je dois dealer, mais c'est pas moi, c'est pas l'ADN de mon média. Et les gens qui bossent avec moi, je pense qu'ils comprennent ce truc-là. Et je trouve que c'est d'autant plus puissant. Et d'ailleurs, les gens qui ne doivent pas bosser avec moi, les collapses ne se font pas ou s'arrêtent assez vite. Ouais, bien sûr. Et puis je pense que les gens qui bossent avec toi, c'est ça qu'ils recherchent. C'est cette différence, enfin cette singularité en tout cas, dans un milieu, parce qu'on va venir sur ce que tu fais aujourd'hui, mais un milieu que je connais bien, qui est le milieu de l'entreprise, qui est, oui, codifié selon les secteurs, selon les entreprises, etc. Mais c'est aussi intéressant d'avoir du décalage, en tout cas pour ouvrir, tu vois, certaines mentalités et ce qu'on a besoin de secouer aujourd'hui. Et si c'est pour que ça soit quelqu'un qui est complètement dans les mêmes codes, etc., qui vienne
qui viennent parler de ça. Bon, ça se fait aussi, hein, mais en tout cas, ce qui me vient là, c'est que toi, on vient te chercher pour ça. On vient te chercher pour cette différence de ton, cette différence d'énergie, cette différence de culture. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Oui, mais je pense que c'est ce décalage-là, il est, enfin, je pense qu'il est essentiel dans tous les secteurs d'activité. C'est-à-dire que il faut à un moment donné arrêter de se dire qu'on coopte des gens qui ont fait les mêmes écoles que nous, qui ont les mêmes réseaux, qui ont les mêmes passe-temps, qui ont la même culture. Enfin, je veux dire, c'est mortifère. Si tu mets pas du sang neuf dans les entreprises, si tu bouscules pas un peu les choses et qui, à un moment donné, la mayonnaise prend, bah, ça sera beaucoup plus intéressant. Bah, là, on Parce est complètement sur les sujets de diversité et d'inclusion, hein. Comment, parle en fait quand on parle d'inclusion et de diversité, si tu es monocouleur dans ton ADN, dans ta façon de t'adresser aux gens, mais tu passes à côté de 90%. Donc comment on parle à tout le monde? C'est super dur de parler à tout le monde. Donc il faut mixer les politiques, les formats, les prises de parole. On s'adresse pas de la même manière aux gens en fonction de leur position, en fonction de leur culture aussi, d'où ils viennent, ils étaient où avant. Enfin voilà, et ça nécessite, je trouve, de s'intéresser à tout le monde dans l'entreprise et pas seulement avec cette espèce d'affichage de on est paritaire dans nos boards, quoi. Je veux dire, ok, super, c'est bien pour la RSE, mais derrière, tu as des centaines, des milliers de gens qui bossent dans des boîtes. Qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu les prends en compte? ouais. Et si on parle du sujet donc qui nous intéresse aujourd'hui, justement sur cette cible des 45 et plus, c'est-à-dire qui est donc étiquetée senior, toi, tu es une militante. C'est quoi le constat aujourd'hui? Alors là, sur ce média-là, enfin en tout cas dans ce podcast, on s'intéresse plus aux femmes, mais où sont les femmes de plus de 50 ans? J'ai plein de questions, hein. Qui sont-elles? On peut se poser des questions, et j'ai vu le dernier article que tu as publié notamment sur l'IA avec une espèce de monochrome de... Ouais, Ça va, je magnifique. viens de me couper les cheveux, donc on est bon. Je suis plus au carré blond, tu vois, voilà. Donc, qui sont-elles? Qu'est-ce qu'on nous montre ou pas d'elles? Et qu'est-ce que ça dit de la société? Donc, déjà, toi, le constat aujourd'hui, tu le poses comment? Bah, je dirais il y a deux choses vers lesquelles sur lesquelles on pourra absolument pas lutter. Il y a l'évolution démographique. On a une pyramide des âges qui va pas se renverser, hein. Donc on aura des plus de 60 ans qui vont être beaucoup plus nombreux, mais au niveau mondial, que des plus de 18 ans. Donc comment on prend en compte cette réalité et comment on intègre cette population vieillissante dans les entreprises qui, pour beaucoup, se sont aperçus avec la réforme des retraites que, oups, on a plein de seniors, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là dont on a beaucoup contribué à ce qu'ils partent, à moins les former, à moins les promouvoir. Et d'un seul coup, on se dit, mais voilà, on est entre deux feux. On voit bien qu'il va falloir les garder, puisqu'on peut plus se dire qu'à 50 ans, on est à l'antichambre de la retraite, hein. On a quand même 15 ans minimum encore à bosser. Oui, et puis comme je le dis souvent, tout le monde ne va pas pouvoir aller monter des fermes de permaculture à 50 ans, quoi. C'est pas Non, possible. c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un J'aimerais moment, beaucoup, mais... oui, on adorait les mains dans la terre, c'est formidable. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette population-là? Est-ce qu'on la connaît bien? Est-ce qu'on l'interroge? Est-ce qu'on sait où ils sont répartis dans les entreprises? Alors, bon, très bien, on nous a sorti un index senior. C'est très bien, ça fera de l'affichage, peut-être ça. Mais le problème des index, c'est que l'idée, c'est quand même globalement d'avoir une bonne note. Tu vois, on est un peu à l'école, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait pour ne pas attendre à 50 ans de prendre un mur sur l'employabilité? Comment on construit son employabilité à partir du moment où on commence à bosser? Alors, bien sûr, que tu commences à bosser, si tu as 25 ans, tu ne te dis pas à 50 ans qu'est-ce que je vais faire, tu as d'autres préoccupations. Mais en même temps, ça doit être des parcours qui doivent se construire au sein des entreprises, qui quand même ont un gros problème, c'est qu'elles ont une génération Z qui est hyper volatile et qui n'a pas forcément envie de s'engager durablement.
Et aujourd'hui, on a une génération des 45 plus dont on dit qu'ils sont plus fidèles aux entreprises, mais avec lesquels les entreprises ont encore du mal à investir, parce qu'on est dans des stéréotypes, je dirais agistes, qui est toujours ça coûte trop cher, ils sont pas agiles numériquement, ils vont avoir des problèmes de santé. Donc, globalement, à 50 ans, on n'est pas encore complètement délabré. Enfin, Mhm. il y a voilà, il y a plein de barrières et je pense qu'on malgré la communication, malgré on va faire des formations pour les seniors, enfin, il y a un moment donné, il faut se dire qu'est-ce qu'on veut faire, c'est-à-dire oui, on coûte plus cher et heureusement. Mais on coûte plus cher par rapport à quoi? Si on met pas en balance la productivité de gens qui coûtent plus cher parce qu'ils vont plus vite, ils ont peut-être vécu des crises dans d'autres entreprises, ils ont des façons de faire aussi qui peuvent être différentes et qui peuvent être intéressantes aussi pour les entreprises. Donc, ça serait bien qu'on ait un discours qui soit pas juste, ah ben, on a des seniors, il faut bien en faire quelque chose. Comme on est obligé de les garder, qu'est-ce qu'on en fait? Mais il faudrait qu'il y ait des vraies volontés politiques et pas juste des volontés d'affichage. Euh, et je pense que les femmes qui ont 50 ans, aujourd'hui, c'est des femmes, alors globalement, les femmes sont à 32% à temps partiel. Donc c'est quand même dingue, ça veut dire que toutes les périodes de moindre employabilité pour des raisons de maternité, euh, ça joue en fait en fin de course. Et quand je dis en fin de course, c'est justement au moment où toutes ces femmes prendront leur retraite, elles vont toucher 40% de moins que les hommes si on met pas, si on compte pas les pensions de réversion, ce qui est encore un autre sujet. Mais ça veut dire que quelque part, les femmes, on fabrique de la précarité au très grand âge. C'est-à-dire que à 80 ans, les femmes vivant encore plus longtemps que les hommes, qu'est-ce qu'on fait des gens qui vieillissent, mais sur le très long terme? On a vu, on a vu avec le livre Castanet sur le scandale Orpea. Je veux dire, on a un problème global qui va bien au-delà des entreprises et les entreprises devraient être un maillon qui devrait favoriser et s'investir totalement sur la question de la transition démographique parce que on va avoir un problème gigantesque de précarité. On ne peut pas cacher sous le tapis les gens qui vieillissent parce qu'on ne veut plus les montrer, parce que on dit qu'ils sont déficients, qu'ils apprennent moins vite. Et bien sûr, on n'apprend pas de la même manière. Mais il va falloir à un moment donné expliquer à la société qu'on ne peut pas jeter tous les gens parce qu'ils ont passé le cap fatidique des 50 ans. Donc moi, je vois d'un côté des politiques faites un peu sous la contrainte et sous voilà de dire on fait quelque chose avec ces fameux seniors. Puis de l'autre côté, moi j'entends des témoignages qui disent on lit pas nos CV, on n'a jamais de rendez-vous quand on postule. Donc la réalité, elle est là aussi. Donc, il y a un moment donné, il faudrait que les paroles se rencontrent. C'est-à-dire qu'on peut pas, et on peut pas que taper sur les ressources humaines qui ont aussi des comptes à rendre, qui n'ont pas forcément les mains libres de faire ce qu'elles veulent. Donc oui, on nous parle beaucoup d'intergénérationnel, mais avant de parler d'intergénérationnel, pour qu'il y ait intergénérationnel, il faut qu'il y ait des gens de plus de 50 ans dans les entreprises. Après, on fera de l'intergénérationnel, et c'est évident, il faut tout mixer. Mais avant de faire de l'intergénérationnel, il faut qu'on ait des populations de gens seniors dans les entreprises qu'on a envie de recruter. Et je pense qu'il y a des entreprises qui ont envie de recruter des seniors et qui commencent à comprendre leurs valeurs. Mais il faut qu'on déconstruise tous ces biais qui sont toxiques. Et pour les boîtes elles-mêmes, hein, puisque c'est une perte de productivité aussi. Et après, si je rebondis sur l'histoire des biais, il y a les biais que certaines entreprises ont et qui engendrent donc ce que tu dis, c'est-à-dire une frilosité à l'embauche des seniors et puis peut-être un manque de ça c'est sur de l'entrant, mais c'est aussi peut-être un manque de projection à partir d'un certain âge en termes de carrière. Mais il y a aussi tous les biais qu'on se met nous et que si je reprends sur les femmes, c'est-à-dire il y a cette autocensure permanente, alors certainement qui est alimentée évidemment par ce que nous renvoie la société, mais
des croyances du style mais à mon âge, enfin tu vois, ce genre de phrases. Et ça, pour le coup, il y a à la fois ce que la société et ce que les boîtes, les sociétés peuvent faire, et puis il y a nous, notre responsabilité aussi à nous. Qu'est-ce que nous, on peut faire pour sortir Alors, de ça? ouais, c'est en ça que l'agisme, c'est une discrimination très particulière. Parce qu'on est victime du syndrome de Stockholm. On adore notre bourreau. Parce on a inconscientisé ce côté de on n'a plus de valeur, on vaut plus rien. En gros, on est une moins bonne version de nous-mêmes parce qu'on vieillit. Et ce côté, on est une moins bonne version de nous-mêmes. Et quand tu dis oui à mon âge, c'est exactement ça. C'est que tu peux compléter la phrase à mon âge, on ne prendra jamais, je vais pas trouver de boulot. À mon âge, ah ben voilà, il Je faut vais que pas monter de boîte. je vais pas monter une boîte, je vais pas, à mon âge, c'est trop tard. Le côté, en fait, on nous a bien inculqué que, bah, enfin, ce que j'appelle dans mon bouquin le syndrome du couvent, c'est-à-dire quand tu étais plus montrable en société. Bon, à l'époque, je crois que c'était plus tôt, hein, mais beaucoup plus tôt. Mais à 50 ans, si tu arrivais à cet âge canonique, tu allais au couvent finir ta vie. Mais d'une certaine manière, on est victime du syndrome du couvent. Où il faudrait qu'on se retire, qu'on laisse la place. Et on n'est plus montrable. Et pour les femmes, c'est cette double peine du sexisme et de l'agisme, elle est très matérialisée par la ménopause. Enfin, on le voit bien aujourd'hui, quand on commence, et là j'ai répondu à 2 interviews sur le sujet, et notamment pour Welcome to the Jungle, sur la ménopause au travail, mais on est à l'âge de pierre du sujet, quoi. Et quand je te dis à l'âge de pierre du sujet, enfin, comment on peut parler de ménopause au travail? Mais en fait, comment on peut parler des règles au travail et de la maternité? C'est des sujets qui sont rentrés. Donc le dernier M après les menstruations, la maternité, c'est la ménopause. Et comment ce sujet-là, il faut qu'il rentre ne serait-ce que dans les politiques de qualité de vie au travail. Si on parle de congé menstruel, si la maternité n'est plus une sanction quand tu reviens bosser, bah, pourquoi la ménopause en ferait pas partie? Il n'y a pas Et parce de... que là, enfin, ce qui me vient aussi, c'est que la ménopause. Alors, si on repart de nous, hein, des premières concernées, il y a quand même. Alors, ça se libère. Attention, on va voir ça hein, aussi. Hein, ça s'est jamais autant libéré la parole. Hein, je veux dire, il y a quand même vachement de choses là qui s'ouvrent et tout. Mais il y a quand même, je pourrais imaginer qu'il y a quelque chose autour de la honte qu'il y a là-dessus quand même, hein, avec, on n'en parle pas quoi. Mais nous, enfin je veux dire nous qui sommes concernés, on n'en parle pas. On n'en parle même pas à nos copines, nos mères nous en parlaient pas. Ah oui, On va peut-être même le cacher à nos mecs. Enfin, tu vois, il y a quelque chose de l'ordre de la honte. Et alors ramener ça dans le champ du travail, où déjà, même, il y a pas mal de choses dont tu ne parles pas et que même une maternité pose encore un problème, c'est sûr. le chemin, Ouais, le chemin, il est dingue parce que sur la ménopause, on est victime de plusieurs choses. Alors, il y a ce que tu dis, il y a cette espèce de honte, alors qu'on devrait se dire enfin libre, Ouais. enfin libre. Enfin, je veux dire, c'est une période géniale. Tu as pu te dire, moi, je vais peut-être tomber enceinte. Je vais plus être pliée en deux pendant 5 jours, tous les mois. Pendant 5 jours. Donc, youpi, quand même, très très bonne nouvelle. Alors, on nous fait toujours une liste de tous les symptômes, et super, mais en fait, il y a autant de femmes que de ménopause. Donc, tu peux ne rien avoir, en avoir quelques-uns ou en avoir beaucoup, mais ça ne définit pas ton identité. Donc, on a un défaut d'information, parce que tu ne trouves pas d'informations. Tu trouves des trucs qui sont juste sous l'angle de la déficience, de la carence. Donc déjà, super, bienvenue dans le monde de la déprime. Et puis après, tu as des médecins qui sont très peu formés sur la ménopause. Tu as de la gynécologie obstétrique, mais alors la gynécologie médicale, la ménopause, c'est le parent pauvre. Tout le monde s'en fout. Donc si tu n'es pas informé, déjà, c'est anxiogène. Et je sais que moi, je fais partie d'un collectif qui s'appelle All for Ménopause, avec d'autres femmes de la société civile et des gynécologues. Et il y a la professeure Florence Trémolière qui a une consultation dédiée à la ménopause à Toulouse.
qui ne désemplit pas. Et en fait, il dit que c'est dingue parce que c'est pas une pathologie en soi, la ménopause, mais derrière, ça peut induire des réelles pathologies. C'est-à-dire que si personne te dit qu'à un moment donné, il faut aller checker la densité de tes os, tu peux éviter de faire des cols du fémur, des fractures du col du fémur 20 ans ou 30 ans plus tard. Donc ça veut dire que derrière, il peut y avoir des pathologies. Et pour les femmes, et la professeure Claire Mounier-Veillé en parle très bien avec Agir pour le cœur des femmes, c'est la première cause de mortalité pour les femmes. C'est pas du tout le cancer, les cancers gynécologiques, c'est le cœur. Mais si personne te dit qu'au moment de la ménopause, ton cœur est plus protégé par les hormones, bah, c'est un peu embêtant parce que tu vas pas forcément aller juste checker, voir si tout va bien. Donc en fait, c'est une question, de santé publique. Et là, on revient aussi à cette formidable inégalité de traitement sur le plan de la santé entre les hommes et les femmes. Parce que si je te dis, donne-moi les signes d'un mec qui fait un arrêt cardiaque, tu vas trouver les signes, les douleurs dans le bras, machin. Une femme, elle n'a pas forcément ces symptômes-là. Donc on est, tout ça, ça fabrique, ça nous tricote cette espèce de défaut d'information, plus la honte, plus total, tu parles de rien, et tu as des stratégies de contournement D'évitement. pour surtout ne pas qu'on considère que tu es bonne achetée parce que tu as 3 bouffées de chaleur dans la journée. Donc, Ouais, donc il y a vraiment des sujets là-dessus. Et puis, alors, il y a, pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus positif, il y a quand même des choses qui se passent. Et enfin, moi, je le vois depuis. Alors, je le vois aussi parce que ça m'intéresse évidemment par rapport à ce que je vis moi, et puis par rapport au podcast 50 ans et toutes mes dents. Donc forcément, tu sais, c'est comme quand tu es enceinte, tu vois que des femmes enceintes, donc je le vois plus, mais quand même, je trouve que ça bouge, tu vois, et grâce à toi et grâce à plein de femmes qui se mobilisent justement sur le sujet. Et je me suis amusée hier à regarder les couves de mag, tu vois, de magazines féminins. Et donc, alors j'ai regardé par exemple en 2023 le Elle, il y a en gros 11 covers avec des plus de 50. Alors je vais y revenir quand même. Et ça a un peu démarré, je trouve que ça a démarré en octobre 2022 avec, tu sais, la fameuse couve avec Andy McDowell, avec le Laissez-nous vieillir. Je trouve que c'est bien repris aussi par Marie-Claire. Bon, les couves en question, ce sont des femmes sublimes, du style Adjani, 68 ans, Inès de la Fressange, avec des titres aussi que je trouve assez drôles de façon ironique. C'est-à-dire Inès de la Fressange, c'est 66 ans et au top. Je ne sais pas si on met une femme de 25 ans, si on mettrait 25 ans et au top. ouais. Bon, avec en gros, enfin en creux, moi ce que j'entends c'est toujours au top. C'est-à-dire, le numéro de février, c'est Belle à tout âge avec Julianne Moore. Les Marie-Claire, c'est Bien dans son âge avec Julia Roberts. Juliette Binoche, c'est S'aimer vraiment, Juliette Binoche, 59 ans. Donc, en fait, la même chose, c'est-à-dire, donc, ok, on rend visible des femmes plus âgées, des femmes sublimes, dont le job est quand même d'être sublime. Le budget alloué pour ça, je pense qu'il leur permet aussi d'être sublimes, et je ne pense pas qu'on ait, nous, le même budget pour ce genre de choses. Et là, je reviens justement, tu en parlais au dernier article du Monde de Marie-Sophie Poivin, les femmes quinquas se revivent des initiatives pour changer une mentalité, où tu es interviewée et où on est quelques médias, dont effectivement le podcast à être mentionné. Et il y a ce côté vieillir avec grâce. Et donc je cite l'article qui implique tacitement de suivre les codes du jeunisme pour ne pas se retrouver périmé. Donc on a aussi ce truc encore, où il faudrait, alors il y a la jeunesse et puis la beauté qui s'invitent, comme si vieillir nous amènerait à être laide.
Mmh. Et je trouve ça, mais Ouais, alors lourd. tu dis 2 choses, qui sont moi, qui me font, hurler. C'est, vieillir, tu deviendrais laide parce que des jeunes moches, ça existe pas. Enfin, dans l'équation qui est telle qu'elle est posée, tu es jeune, tu es belle. Bon, déjà, je pense que ça tient pas la route. Ce qui est pas à l'inverse des mecs, hein, parenthèse, mais on n'a jamais autant dit que des James Bond vieillissants sont juste sublimes et que plus il vieillit, plus il est beau. J'ai jamais entendu dire ça d'une femme ou d'une actrice. Euh, sur les covers, ce truc de vieillir avec grâce, mais c'est d'une toxicité. Mais c'est monstrueux, vieillir avec grâce. Mais tu vieillis comme tu peux déjà. Enfin, c'est complètement aberrant. Pourquoi il faudrait être gracieux quand on vieillit? Pourquoi il faudrait être gracieux? Parce que ça suppose que quand on est jeune, on est gracieux. Moi, j'ai plein de contre-exemples hein, de jeunes qui sont pas gracieux du tout, hein. Mais pas du tout gracieux. C'est l'antithèse du côté gracieux. Mais ce côté vieillir avec grâce, ça veut dire on va te montrer, ok, on va faire des covers avec des personnalités dont on va vraiment, alors là, on va faire clignoter l'âge, mais parce que elles ressemblent à la génération suivante, c'est-à-dire elles ont eu la décence de ne pas avoir trop de rides ou d'avoir des rides, mais elles sont tellement jolies, tellement bien placées les rides, elles sont tellement bien maquillées. Et tu te dis, mais ça continue en fait. C'est exactement ça. C'est là où au même endroit où je suis. C'est-à-dire que, alors, avec en plus effectivement, peut-être nous, ce qu'on a peut-être moins vécu, parce qu'aujourd'hui il y a quand même, des très, très, très jeunes qui sont déjà en mode injection et compagnie, par flip, tu vois? Mais ça continue, c'est-à-dire que, même à 60 ans, on n'a pas le droit, tu vois, d'être comme on est. C'est-à-dire on doit continuer à rechercher cette jeunesse qui serait synonyme de performance à tous les niveaux, hein, je veux dire que ça soit professionnel, sexuel, enfin, et c'est quand même... Il y a quelques... Là, il y avait, tu sais, Isabella Rossellini qui a fait la couve du Vogue Italia. J'ai vu. Et bon, enfin, tu vois, c'est une parmi... voilà. Mais c'est ça, c'est vraiment comment... Ce poids, c'est pour ça que je disais c'est lourd. Et je le vis, moi aussi, hein, je me regarde et je fais des trucs, etc., pour rester, tu vois. Et puis, moi aussi, de me voir vieillir et tout, ça me plombe de voir que je commence à avoir aussi des cernes, parce que ça, tu vois, des trucs, voilà, les cheveux, machin, c'est ça. Évidemment que ça plombe. Mais ça plombe aussi certainement parce qu'il y a ce poids de je repense aussi, tu sais, à la dernière campagne là, de la PEC. Là, je switch complètement, mais dans un autre genre où carrément on parle de périmé. Moi, j'étais hyper choquée. Il y a un côté super négatif, en fait. On n'arrive pas, et c'est pour ça que, tu sais, on était plusieurs à commenter là-dessus, justement, sur LinkedIn, où je sais plus dans quel pays, je sais plus si c'est la Belgique ou quoi, où ils ont fait... On a mis en parallèle avec Claire Fleury, justement, on a fait un post commun tellement ça nous a choqué, cette campagne de l'APEC, avec ce qu'avait fait une association pour l'emploi à Genève, je crois, et qui était lumineuse. Voilà, c'est ça. On est en France, on est vachement... Enfin, en France, pas qu'en France, je pense, c'est très... On appuie sur le négatif, alors que ce dont on aurait besoin, c'est vraiment d'appuyer pour changer les biais, les mindsets, etc., sur le positif. Et oui, parce que eux, leur slogan, c'était des talents juste sous vos yeux. Enfin, c'était hyper positif. Toute la campagne est déclinée. Elle est géniale, leur campagne. Et quand tu mets les deux en parallèle, bah, tu te dis, c'est pas avec ça. Oui, alors je comprends bien la volonté de choquer, mais tu renforces pas les stéréotypes. Parce qu'on n'a pas conscience du poids du visuel et des images. On est dans une société d'images aujourd'hui. Donc si pour prendre un contre-pied, tu mets une étiquette périmée, c'est ça qui va rester. Exactement. C'est pas le texte qui aura à côté, c'est l'image. Et donc les représentations, elles sont hyper importantes.
tu peux pas jouer avec les codes dans une société qui est une société d'image. Ou si tu joues avec les codes, il faut que tu comprennes bien où tu mets les pieds. Et on est dans une société d'image. Donc, les représentations physiques, c'est la base du sujet pour déconstruire. Moi, quand on revient aux histoires des couvertures, quand je me rappelle de la montée des marches d'Andy McDowell, où la presse était en pamoison en disant « Oh là là, mais quel courage !» Et tu dis, je sais pas, elle a sauvé un migrant, elle a fait quoi? Non, 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 elle est puis juste... surtout, tu te dis pas George Clooney qui a les cheveux gris qui monte Cannes, quel courage. Et surtout, tu dis, mais alors, elle a fait quoi de si remarquable? Elle a osé montrer ses cheveux gris. Et tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce monde de délire absolu de se dire qu'on peut continuer à être une actrice, être magnifique et y avoir des cheveux gris. Enfin, mais je sais pas où on va aller. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, mais tout ça est ridicule. On est dans le ridicule total. Oui, parce que maintenant, il peut y avoir aussi une autre injonction là qui arrive, qui est si tu n'assumes pas tes cheveux gris. Oui, c'est ça. Et, et c'est ça, c'est la course aux injonctions, si tu veux, tu vois. Alors que, donc, alors, si on va vers quelque chose de comment, qui nous élève, il y a la responsabilité des entreprises, il y a la responsabilité de la société. Maintenant, nous, il y a notre responsabilité. Et donc, quelles seraient, selon toi, les clés pour mieux vivre sa deuxième partie de vie et de carrière? Moi, je pense que ce qui nous manque vraiment, ce sont des récits de femmes de plus de 50 ans. Il faut Ça qu'on tombe entende bien. des récits. Oui, mais bien sûr, mais il faut qu'on entende tous ces récits. Il faut que les femmes participent à ces récits. Il faut qu'elles soient actrices de leur vie, mais pas les actrices de nos précédentes couvertures, mais qu'elles soient proactives. Il faut qu'on entende toutes ces femmes qui ont toutes des choses incroyables à dire. Moi, je suis incroyablement surprise. J'ai monté un groupe privé sur Facebook où il y a 2000 femmes. Et souvent, pour mes newsletters, pour mes articles, je vais chercher des témoignages. Mais les 3 derniers que j'ai été chercher justement en leur demandant qu'est-ce que la ménopause vous a donné d'extrêmement positif dans votre vie, mais j'ai entendu des récits mais incroyables, bouleversants, poétiques. Je me dis, mais pourquoi ces femmes, on les entend pas? Pourquoi on n'entend pas les récits de ces femmes? Je veux dire, si demain, les 14 millions de femmes actives commencent à prendre la parole et à dire voilà qui on est, eh ben, ça sera sacrément puissant. C'est-à-dire que nous, on a besoin de faire, de resserrer ce lien-là avec toutes ces femmes. Ces récits, on les entend pas. Moi, je suis d'accord pour qu'on entende des égéries, des rôles modèles, mais on voit toujours les mêmes. Moi, j'ai envie d'entendre Madame Tout-le-Monde, qui a sûrement eu des vies incroyables, qui a fait des choses incroyables, qui a des choses à transmettre. Et si on se transmet pas entre nous et qu'on n'ait pas des cercles de parole puissants, et il va falloir les monter, ces cercles de parole, parce qu'on a envie d'entendre des récits authentiques. Le storytelling, ça va bien. Ça va bien. Si on a envie d'aller chercher des investisseurs, on va avoir des storytelling dans nos boîtes super rodées. Mais c'est les récits de vie qui nous intéressent. Et pourquoi ces récits de vie, il faut qu'on se les transmette. Tu disais tout à l'heure, nos mères nous ont pas parlé de la ménopause. Mais pourquoi? Mais parce qu'on on leur a pas appris à parler de ça. Donc il faut parler de nos vies, de qu'est-ce qu'on a accompli, de qu'est-ce qu'on sait faire. Mais voilà, c'est ça qu'il faut faire. Et Mmh. nous redonner et reprendre notre place. Si on attend qu'on nous redonne notre place, on va attendre encore des siècles. Donc je veux dire, il y a un moment donné, il faut qu'on prenne notre place, qu'on arrête de s'excuser, qu'on arrête de dire bah ouais, je suis vieille, ouais, ok, d'accord, c'est pas grave, mais comme je te disais au début, ça veut dire qu'on est vivante. Et donc prenons nos places, attendons pas qu'on nous donne une place à table, quoi. C'est trop long. Donc, en regardant en arrière, quel est le conseil que tu donnerais à la Sophie de 45 ans pour mieux aborder tout ce qui va suivre? Je lui dirais, ok, t'as la trouille, c'est normal, mais n'essaye pas de vouloir te conformer à un modèle ou n'essaye pas de faire quelque chose qui va pas te ressembler parce que t'as pas les codes. Je lui dirais, t'as pas les codes, et ben vas-y, c'est un atout.
je lui dirais, fais un atout de toutes tes carences ou de tout ce que tu estimes être tes carences ou de tout ce que tu ne sais pas. Fais-en un atout pour créer ta propre différence. Et n'aie pas peur de ça. Et si tu plais pas, c'est pas grave. En fait, je pense que je lui dirais, n'essaye pas de vouloir être apprécié ou aimé pour ton travail. Fais ce que tu as à faire et te soucie pas du reste. Le reste viendra tout seul. Mmh. Accepte ta singularité. Mmh. Donc, puisque la vie continue, puisqu'on est dans la vie et qu'on aime la vie, et qu'être en mode projet, c'est aussi ce qui nous maintient en vie, quel est ton prochain challenge? Alors, mon prochain challenge, ça va être probablement de grossir, d'aller chercher un associé ou une associée, ce qui est très compliqué parce que c'est difficile de s'associer, mais il y a un moment, c'est difficile d'être seul. Alors, je suis pas complètement seule, hein. J'ai une journaliste formidable autour de moi, j'ai des partenariats avec d'autres entreprises, mais il y a un moment donné, voilà, il va falloir aller chercher des fonds. Donc pour l'instant, je suis dans la position, mais en fait, j'ai toujours été, donc ça m'inquiète plus, je suis le prototype des boîtes que détestent les investisseurs, c'est que je suis toute seule et que j'ai pas d'associés et que j'ai pas fait les bonnes écoles et que j'ai pas des chiffres d'affaires délirants. Donc, mais je me dis bon, c'est pas grave, je suis sûre que je vais réussir à grossir et à garder surtout l'authenticité. C'est grossir en gardant son authenticité sans se perdre dans des compromissions qui seraient pour moi inacceptables. Mmh. Euh, pour des raisons purement financières. Donc, alors c'est sûrement pas le discours d'une businesswoman, mais c'est mon ADN et j'y tiens absolument par-dessus tout. Donc, avis à celles et ceux qui écoutent, tu cherches un ou une associée. Ouais, avec un peu de sous de préférence. C'est mieux. Donc, pour prolonger la discussion sur comment justement faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle, j'avais mis au début, et puis maintenant je mets une aubaine tout court, hein, parce que on peut se réaliser pas que professionnellement. Quelle femme inspirante tu me recommanderais d'inviter? Ouais, alors, comme je te disais tout à l'heure, je vais t'en trouver plein une fois que le micro sera coupé. Mmh. Mais tu m'en Mais as déjà trouvé plein, donc ouais, il y a Elodie Dratler qui est la présidente de Wominds, qui est une femme extrêmement inspirante, qui travaille justement sur toutes ces questions d'égalité professionnelle homme-femme. Euh, j'aime beaucoup Elodie parce que c'est quelqu'un avec qui on n'est pas obligé de se la raconter en disant ça marche d'enfer. C'est quelqu'un à qui on peut dire oh, ça me coûte trop cher, je m'en sors pas. Et voilà, on n'est pas obligé de jouer à montrer nos muscles en disant voilà, ça va super bien. En fait, les gens qui disent que ça va toujours super bien quand tu as ta boîte, c'est pas vrai, on est en montagne russe permanente. Donc j'aime sa sincérité, j'aime la personne qu'elle est, quoi. Je la trouve assez extraordinaire. Et puis une femme plus récente que je connais moins bien, mais que j'ai trouvée extrêmement inspirante, avec laquelle j'ai participé à une table ronde au congrès du réseau PWN. C'est Valérie Masson de Capgemini, et qui est une femme. Et je me suis dit, oh, c'est une vice-présidente d'une grosse boîte, donc mes antennes ont dit attention, attention. Parce que j'en ai croisé quelques-unes. Et alors, quand je l'ai vue arriver avec des boots argent et qu'elle m'a parlé de David Bowie, je me suis dit, cette femme, elle est formidable. Elle est formidable. Et je pense que c'est une femme formidable. Voilà, mes recos, mais je vais t'en trouver plein une fois qu'on aura arrêté d'enregistrer. Donc, merci beaucoup pour ces prochaines inspirations. Et surtout, merci Sophie. J'ai adoré, voilà. Enfin, c'est la deuxième fois qu'on se voit, mais j'aime vraiment, vraiment les moments qu'on passe. Je suis sûre que, voilà, toutes celles et ceux, puisqu'il y a quand même la moitié des auditeurs qui sont des hommes. Bonne nouvelle.
Ouais, c'est une bonne nouvelle. Moi, ça me rassure beaucoup d'entendre ça. Je suis sûre que tout le monde a vraiment profité de cette discussion pour se nourrir. Et puis, voilà, le truc à dire, enfin, ce que je retiens de ça, c'est que le combat continue, enfin, le combat en tout cas, et que ça nous concerne tous. Et que j'espère surtout que ça va tous nous concerner, parce que ça veut dire qu'on va vivre une longue et belle vie. Et c'est comment on se la rend belle, nous aussi. Donc merci Sophie. Merci 1000 fois Karine, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Et à très vite ailleurs. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à